Bonjour, bienvenue à l'Après-Rêve, ici Joyce et Christina. Et aujourd'hui, on reçoit Ophélie Michel de Célexpert Canada. Bonjour Ophélie. Bonjour les filles. Ça va bien? Ça va, je te remercie. Donc, toi, tu nous expliquais ce que tu fais un petit peu, c'est du saddle fitting, mais pas tout à fait. Oui, il y a une partie de mon travail, en effet, est du saddle fitting. En fait, j'aime dire que je suis créatrice de liens et de connexions entre le cheval et son cavalier par le biais de l'équilibre de la selle et de la biomécanique du cavalier. Des mots, mais c'est très simple en fait. C'est-à-dire que pour moi, une bonne harmonie entre le cheval et son cavalier va passer par le biais du matériel, par une selle équilibrée, une selle dans laquelle le cavalier va se sentir stable dans le mouvement et le cheval bien sûr libre de ses mouvements. Cependant, on parle très souvent de la selle et du cheval, mais très peu de la selle et du cavalier. Moi, je me focus beaucoup sur la selle et le cavalier, et évidemment que le cheval a son importance, et, que le fit de la selle compte pour le cheval, mais j'aime me focuser et expliquer ce que je fais autour du cavalier, parce que quand le cavalier comprend, quand il est bien et quand il est stable sur son cheval, il va apprendre à mieux sentir son cheval et donc à savoir si sa selle est adaptée ou non, tout simplement. Mais je pense que souvent, on va se focusser sur est-ce que ma selle fit mon cheval? Exactement. Puis on va dire, bon, ben moi je suis un peu inconfortable, mais je vais me placer d'une façon différente, puis ça va passer tant que la selle fit sur mon cheval. Mais ce qu'on comprend en lisant un petit peu plus ces derniers temps, c'est que si la selle ne fit pas, même si elle fit à mon cheval, elle va être inconfortable pour lui à la longue. Exactement. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce que ça veut dire une selle qui fit à son cheval? Est-ce qu'on s'est posé la selle sur le dos du cheval quand il est immobile, sachant qu'il y a une grande différence entre un cheval immobile et un cheval dans le mouvement? Il y a aussi une grande différence entre un cheval dans le mouvement tout seul et un cheval dans le mouvement avec un cavalier sur le dos. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'une même selle pourra convenir à un couple cheval-cavalier et pas à un autre, c'est-à-dire avec le même cheval mais avec un autre cavalier? Oui, bien évidemment, parce que les deux cavaliers vont avoir par exemple une façon de monter différente, une équitation différente, un physique différent. Donc c'est très personnel à chacun. Oui. Voilà. C'est ce qu'on réalise, je pense, moi et Jess récemment, parce que moi, j'aime vraiment un type de selle complètement différent de ce qu'elle aime. Mais elle me dit, oh, j'adore cette selle-là, je m'assois dedans. Puis je suis comme, ouh, non, pas moi. Moi, je suis vraiment pas bien assise. Fait que je pense que. Puis moi, je voulais mentionner que j'ai fait affaire avec toi il y a déjà plusieurs années pour mon petit arabe. Puis j'avais pas un gros problème de selle. Je voulais m'assurer que tout était beau pour lui. Puis je me rappelle, on avait juste comme rajouté un pad en conséquence là, que tu avais ajusté. Puis ça a été instantané de voir mon cheval aller lever son dos plus facilement, s'arrondir plus facilement. Puis ça, pour moi, ça a été un moment assez magique, dans le sens où j'ai compris que avoir une selle qui fit le mieux possible à son cheval, c'est vraiment optimiser des performances, là. Exactement. Exactement. En fait, c'est sûr que le fait d'optimiser l'équilibre de sa selle pour son cheval et son cavalier, la conséquence immédiate, c'est l'augmentation de la performance. Quand je parle d'être créatrice de liens et de connexion, c'est sûr que la conséquence, c'est la performance, qu'on fasse de la compétition ou non. Oui. Puis là, ton parcours pour en arriver ici, ça ressemble à quoi? J'ai fait beaucoup de métiers, mais en ce qui concerne les chevaux, j'ai passé le monitorat en France en 2005, quelque chose comme ça. Ça, est-ce que c'est instructeur? Monitorat, c'est entraîneur niveau 2, ici, spécialisé autour des jeunes chevaux. Après, j'ai travaillé dans un élevage, un poney club, un cheval club, plusieurs années en France. Et quand je suis arrivée ici au Québec, il y a devant maintenant, en 2012, j'avais envie de continuer à travailler dans les chevaux, mais à faire autre chose. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai approché plusieurs selliers de France et de Navarre, dont un m'a répondu, Stéphane Delanoux, de Célexpert France, qui a été, et qui est toujours d'ailleurs, mon mentor et la personne qui m'a formée, un peu comme une forme de compagnonnage, comme on fait en France, c'est-à-dire que je suis venue le voir en France et il m'a formée sur le tas, littéralement.
sur la route en fait. Donc grâce à lui, j'ai appris à avoir une grande connaissance de la sellerie en général, c'est-à-dire que la spécificité de Selle Expert, c'est pas de vendre une marque, c'est pas d'être commercial pour une marque, mais en fait, nous vendons plusieurs marques dans le neuf et je reprends toute marque usagée qui me convient, en fait, toute celle qui fait du sens pour moi, et avec le conseil biomécanique du cavalier. Voilà. Super. Puis tes services, au final, là-dedans, c'est... Alors, mes services autour de Selle Expert, ça va être la vente de selles neuves, la vente de selles usagées et le conseil. Par le conseil, j'entends l'analyse biomécanique du cavalier, et l'optimisation d'une selle existante, comme on a fait pour toi, par exemple. Dans ton cas, ta selle n'était pas... le fil de ta selle n'était pas gravissime, et tout simplement, en rééquilibrant ta selle correctement, on a pu voir un effet immédiat, un changement immédiat sur ton cheval et sur toi. C'est-à-dire plus de détente, plus de décontraction, plus de légèreté. Un cheval plus léger à monter, qui va monter son dos, qui va monter son garrot, qui va engager mieux ses postérieurs, qui va mieux sauter dans le cadre d'un cheval d'obstacle. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vraiment tous les niveaux de cavaliers qui me contactent, autant d'un cavalier débutant à un cavalier professionnel. Et pour moi, il n'y a pas de préférence. Je veux dire, j'ai autant de plaisir dans l'un que l'autre. Des fois, j'ai des cavaliers de dressage qui vont me contacter pour me dire, par exemple, là, j'ai mes changements de pied de droite à gauche qui passent très bien, mais de gauche à droite qui ne passent pas. Pourquoi? Je passe les voir, on analyse ça. Très souvent, ce sont des micro-changements à faire en fait sur l'équilibre de la selle, sur l'équilibre du cavalier, et paf, le changement de pied il passe quoi. Ou ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir une cavalière qui m'appelle un peu en panique. On a tout essayé avec notre cheval, enfin souvent c'est ça, j'ai tout essayé avec mon cheval. Et on a importé notre cheval d'Europe, un cheval de 1,40 m, il veut plus sauter 1 mètre. On a tout fait venir le veto, le chiro, même quelqu'un pour faire l'interprétation des pensées du cheval. Enfin, vraiment tout. Vous êtes notre dernière ressource. Et simplement, en rééquilibrant la selle, le cheval s'est remis à sauter. En fait, ce qui se passait dans ce cas-là, c'est que la selle était ce qu'on appelle en déséquilibre avant, c'est-à-dire avec trop de poids devant et pas assez derrière. Donc la conséquence immédiate, c'est que la cavalière se sentait un petit peu comme sur une glissade, un toboggan, avec les jambes en avant et perte d'équilibre vers l'avant. Elle ramenait les mains vers elle, c'est-à-dire trop de tension dans la bouche, et le cheval a dit « moi je ne vais plus sauter ». Voilà. Donc en rééquilibrant la cavalière, ça a remis de la légèreté, le cheval a pu remonter son garrot, elle a lâché les rênes, elle a mis moins de tension dans les rênes, oui. Et le cheval a ressauté. C'est pas beau ça? C'est magnifique. tout ça part d'une selle mal équilibrée. Exactement. Ça va amener c'est comme une chaîne de compensation. Là, ouais. La selle va pas, donc le cavalier est débalancé, donc elle va venir débalancer son cheval au bout de la ligne. Fait que tout est... Ouais. Alors, je dis pas que tous les problèmes équestres sont dus à une selle mal adaptée, attention, ou tous les problèmes de chevaux, ou tous les problèmes de cavaliers, je ne suis pas en train de dire ça. Cependant, c'est clair que aujourd'hui, je pense que tous les cavaliers de la Terre auraient intérêt à faire vérifier leur équilibre de selle régulièrement, au moins une fois par année, voire plusieurs fois, minimum 2 fois par année pour un jeune cheval. Wow. Et c'est quoi le déroulement quand tu viens faire une évaluation? Parce que là, on parlait qu'on ne peut pas la faire arrêter. Est-ce que toi, quand tu fais une évaluation, est-ce que tu vas la faire pas trop galop, pas de cavalier, avec le cavalier? Est-ce qu'on fait tout ce processus-là? Alors, il y a 2 façons de procéder. Il y a soit l'analyse biomécanique en présentiel ou même à distance. C'est-à-dire que depuis 1 an, on a le phénomène Covid. Qui fait que j'ai pas pu toujours me déplacer et que j'ai développé des analyses par vidéo à cheval qui fonctionnent très très bien. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez sur mon site, il y a tout le procédé à faire, à prendre certaines photos, je pose certaines questions, envoyer une vidéo aux 3 allures, aux 2 mains, etc. Puis après, je fais un rapport. Ou sinon en présentiel, je commence par observer le cheval à l'arrêt, je regarde la selle. Oui, je pose la selle sur le dos, mais en aucun cas je me fais un avis définitif dans ce cas de figure-là.
Ensuite, le cavalier selle son cheval comme à son habitude. C'est-à-dire que même, bien sûr, si déjà j'ai des idées, pour moi, c'est important que le cavalier puisse voir un avant-après. Parce que quand on fait des changements, ça a toujours un effet immédiat, ça ne se passe pas 4 mois plus tard, quoi. Ça c'est sûr. Donc le cavalier selle son cheval comme à son habitude, il commence à monter, il fait une détente habituelle, sachant que moi je ne suis pas du tout là pour juger un niveau, une équitation, une performance, mais vraiment pour aider le couple cavalier-cheval, parce qu'en général les gens qui m'appellent, c'est qu'ils pensent avoir un problème, quel qu'il soit. Et une fois la détente effectuée, on fait un petit bilan, c'est-à-dire que le cavalier s'arrête, donc j'explique ce que moi je vois par rapport au cheval, ce que je vois par rapport au cavalier, ce que je vois par rapport à la selle et ce que je vois par rapport à la combinaison des trois. Ensuite, on fait des changements lorsque c'est possible, parce que bien sûr, tous les systèmes ont des limites, c'est-à-dire que oui, on peut toujours rééquilibrer une selle longitudinalement, c'est-à-dire la surélever devant en cas de déséquilibre avant, la surélever derrière en cas de déséquilibre arrière, ou la stabiliser latéralement si besoin. Mais encore est-il qu'il faut que la selle convienne un minimum et au cheval et au cavalier. Donc dans ce cas de figure, quand c'est possible, bien sûr que je le fais. D'ailleurs, j'ai toute une armada d'amortisseurs, de pads, d'étriers, etc. pour aider à ça. Et sinon, eh bien sûr, j'ai aussi une armada de selle dans mon camion pour que le cavalier puisse se rendre compte en fait du changement. Puis des fois, j'ai tout simplement des gens qui veulent changer de selle, qui ont changé de cheval, ou peu importe. Voilà. Est-ce que tu as tendance à faire plus affaire avec des selles qui ont un arçon interchangeable ou pas nécessairement? Non, vraiment pas, dans le sens où... alors l'arçon interchangeable, dans ce cas de figure-là, ça reste pour des selles assez entrée de gamme. C'est-à-dire que pourquoi pas, quand on commence l'équitation ou dans le cas de figure d'école d'équitation par exemple, encore faut-il savoir comment ajuster la selle, c'est-à-dire quel type de tête d'arcade mettre. La plupart du temps, ça m'est encore arrivé. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière à Québec. La plupart du temps, on met les cavaliers pensent que plus large, c'est mieux. Pour libérer les épaules, mais plus large, tu tombes en déséquilibre avant, puis résultat, tu écrases complètement le garrot de ton cheval. Ouais. Donc c'est loin d'être mieux finalement. Voilà. Oui, c'est ce que je me suis rendu compte, moi, parce que j'ai une selle avec un arcade que tu peux modifier dans le fond avec une clé qui tourne. Mais ce que je me rends compte, c'est bien le fun, je peux modifier l'arcade, sauf que ça change l'équilibre de la selle. Complètement. Finalement, il y a juste un arcade qui fit en réalité sur mon cheval. Mais oui, c'est ça. Je pensais que c'était la solution, mais ça ne l'était pas du tout. Est-ce qu'il y a des problématiques que tu retrouves souvent puis qu'on devrait essayer d'éviter, là? Alors, peux-tu préciser un petit peu ta question? Que ce soit au niveau de la selle ou du cavalier, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, comme tu disais, justement, là, trop large, qui écrasent, ou c'est vraiment spécifique à chaque fois? Alors, c'est sûr que tous les problèmes de selle, à la base, sont des problèmes d'équilibre. Ça, c'est vraiment la question que devrait se poser le cavalier. C'est-à-dire qu'avant de regarder tout ce qui existe sur YouTube autour du saddle fitting, de comment positionner la selle, prendre des mesures sur le dos du cheval, etc., c'est moi, en tant que cavalier, comment je me sens sur mon cheval. Est-ce que je me sens en équilibre, stable, au-dessus de mes pieds ? Quelle que soit la discipline que je fais, que ce soit du reining, du dressage, du saut d'obstacle, peu importe. Est-ce que je me sens en équilibre au-dessus de mes pieds? Est-ce que je me sens partir vers l'arrière? Quand je trotte enlevé, par exemple, est-ce que j'ai l'impression de tomber les fesses dans une bassine? Ou au contraire, est-ce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je saute ou que tout simplement que je trotte enlevé, je vais aller vers les oreilles de mon cheval? Si tel est le cas, oui, il y a besoin d'un rééquilibre de selle. Si, lorsque tu trottes ou lorsque tu galopes, par exemple, en équilibre, c'est-à-dire en position 2 points, tu es extrêmement stable au-dessus de tes pieds, c'est une très bonne chose. Là encore, quand on parle d'être en équilibre, je ne parle pas de tenir en équilibre, mais bien d'être en équilibre, c'est-à-dire que c'est pas normal pour un cavalier de faire 25 tours de galop en restant en position 2 points sans bouger. Ça s'appelle de la fixité et pas de la stabilité. Un poteau est fixe dans le sol, il ne bouge pas, mais un cheval bouge. Donc ce qu'on cherche, c'est de la stabilité autour du cheval. Et c'est normal des fois de perdre un peu l'équilibre. Exemple, le cheval va accélérer un peu, il va ralentir un peu, peu importe. Par exemple, je vais faire quelques foulées de galop enlevées, hop, je vais me remettre en 2 points, je vais m'asseoir un peu si je veux rééquilibrer mon cheval, etc. Ce qu'on a envie, c'est de former un peu comme
c'est de faire un peu comme une danse avec son cheval, sans partir dans tous les sens, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir la sensation d'être en harmonie avec le mouvement du cheval. Si moi, j'ai l'impression de faire sans arrêt des efforts, exemple, je prends un cours avec mon coach, et ma coach me répète sans arrêt, recule ta jambe, avance ta jambe, redresse-toi, je sais pas moi, baisse ton épaule droite, fais comme ci, fais comme ça, bah c'est pas que vous voulez pas, c'est que vous n'y arrivez pas. C'est que votre matériel ne vous donne pas la possibilité d'être posé et stable dans le mouvement, encore une fois, sur votre cheval. Ouais. Dans la dernière année, moi et Christina, on a essayé quand même beaucoup de sel. C'était comme un petit trip qu'on a eu. Puis quelle bonne idée! On s'est rendu compte que dans une selle de qualité, on est plus stable. Oui, alors après, faut pas se dire non plus, parce que j'achète ma selle 7 000 $, j'ai la garantie qu'elle va être parfaite pour mon cheval et moi. Parce qu'aujourd'hui, dans la gamme de selles qu'on a, il y a tellement de propositions différentes entre le siège plat, le siège semi-creux, le siège semi-plat, le siège creux, le siège large, le siège étroit, etc. etc. Ça, c'est un métier. Et en fait, tout ça va dépendre de ce que j'appelle votre équitation, c'est-à-dire votre façon de monter. Exemple, plus vous allez chausser long et vous tenir redressé comme un cavalier de dressage, même si vous faites de l'obstacle, plus on va aller chercher un creux de siège. Plus vous allez être dans le sens de la marche, c'est-à-dire avec les chaussées courts, avec les épaules un peu en avant, en allant dans l'extrême vers le jockey, par exemple, plus ça va vous prendre un plat de siège et un siège étroit. C'est ce que j'explique un peu, c'est ce que j'appelle un peu la différence entre les selles poutres et les selles bols. Voilà. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, ça dépend de vous, de votre façon de monter et de votre morphologie. Ça fait vraiment du sens avec ce qu'on expérimente comme différence. Et puis, qui dit selle, justement, dit budget. Ouais. Est-ce qu'il y a un budget minimum que tu conseilles aux gens ou est-ce que quelqu'un qui a un petit budget en bas de 1 000 $ avec toi pourrait trouver quelque chose de potable? Alors, ça c'est une question piège dans le sens où j'aimerais énormément pouvoir satisfaire tout le monde. Malheureusement, c'est assez difficile. Toujours est-il que même avec un petit budget, j'aime mieux proposer aux gens d'aller dans... Alors, soit vraiment avec un tout petit budget, on peut aller dans certaines selles en synthétique qui sont pas si mal. Sinon, quand on a un budget qui augmente un peu, plutôt une bonne selle usagée dans ce cas-là. Plutôt qu'une selle neuve, par exemple, à 1 500 ou 2 000 $, ça c'est vraiment le range de prix pas très bon, mettons, pour les selles neuves, je veux dire, à ce prix-là. Voilà. Oui, bien, on en voit souvent dans les boutiques équestres que c'est des selles, je sais pas s'ils sont en cuir ou pas, c'est difficile à dire, honnêtement, ça feel pas comme du cuir, mais c'est peut-être du cuir. Puis ils sont ça comme 1 000 $ ou 1 500 $, puis ils sont flambant neufs, puis ça vient avec une martingale, une sangle, des étrivières, des étriers. T'es comme, je sais pas, il feel... Parce que tantôt tu disais, bon, ça veut pas dire que si t'achètes une selle à 7 000 que tu vas être nécessairement mieux dedans, mais je pense que, comme Jess disait, c'est que la selle à peut-être pas 7 000, mais mettons 4-5 000, elle est pensée plus équilibrée. Alors, c'est certain que, selon ma croyance, à un moment donné, l'équitation, c'est un sport onéreux. Nos chevaux nous coûtent cher et les selles coûtent cher aussi. Enfin, le matériel, l'entretien, le vétérinaire, peu importe, là, bien entretenir son cheval. Je pense qu'un cheval, c'est un écosystème dans le sens où il faut qu'il soit bien paré ou bien ferré, qu'il ait une alimentation qui fasse du sens, un entraînement qui fait du sens, etc., etc., et un matériel qui fait du sens pour lui. C'est sûr que je pense qu'un minimum pour aller dans du bon usager, minimum à partir de 2005, on peut trouver quelque chose qui commence à faire du sens. Mais c'est sûr que là, il y a aussi le facteur chance, parce que plus on va baisser dans le range de prix, moins il va y avoir de selles sur le marché, tout simplement. Voilà. Oui, puis moi, la selle qu'on avait équilibrée avec toi sur mon cheval, je l'avais payée 700 $. C'était quand même une belle selle pas trop usée. En tout cas, moi, je l'aimais. Puis on avait fait quelque chose de bien au final. Après, c'est sûr que tout dépend aussi du type d'équitation
que vous avez besoin, que vous faites et que vous avez besoin de faire. Est-ce que vous avez un jeune cheval? Est-ce que vous êtes un cavalier amateur? Est-ce que vous êtes un cavalier de promenade? Est-ce que vous êtes un cavalier qui fait les mètres 40 tous les week-ends? Est-ce que vous êtes un cavalier de Grand Prix? Enfin, ça va dépendre. Je veux dire, les exigences, elles vont aussi dépendre de votre niveau d'exigence et de là où vous en êtes rendu avec votre cheval, tout simplement. Puis là, tu as parlé selle. Est-ce que tu travailles aussi avec des sangles? Oui, en fait, c'est tout ce qui est selle et je travaille avec tout ce qui est selle et accessoires autour de la selle. C'est vrai que je faisais vraiment que la selle, donc on va parler des tapis, des sangles, des étriers, des étrivières et des pads amortisseurs. OK. Puis moi, je suis curieuse, là, je sais que là, tu en es dans la sangle, mais moi, je veux poser une question sur les étriers. Parce que récemment, j'ai changé mes étriers pour des étriers qui sont un petit peu plus dispendieux. Puis moi, j'ai vu une bonne différence. Est-ce que toi, en faisant une adaptation, est-ce que des fois, tu vas vraiment juste venir et dire, bon, ben, je pense que c'est l'étrier le problème? Est-ce que ça arrive, ça? Alors seulement l'étrier, non. La plupart du temps, il y a quand même un rééquilibrage de selle à faire. Mais il est certain que... Enfin, attention, un bon étrier ne va pas remplacer une bonne selle. Hein. Une selle non équilibrée va rester non équilibrée, d'accord? Mais une fois la selle équilibrée, c'est certain qu'un bon étrier, en fonction de la discipline, de votre morphologie, etc., va avoir une influence de stabilité, encore une fois. C'est-à-dire qu'avant, et encore aujourd'hui on en voit, beaucoup de cavaliers ont monté avec des étriers très, très étroits, très étroits. Aujourd'hui, on va proposer plus de largeur pour plus de stabilité. Il y a des étriers après avec du spring, il y en a avec l'œil orienté, il y en a avec tout un tas d'affaires. Si vous n'avez pas un gros budget, restez dans du simple avec un étrier large et vous serez déjà beaucoup mieux. Dans le fond, l'étrier large, ça va être surtout pour la stabilité. Pour la stabilité, exactement. On part du principe, c'est-à-dire que tu vas être toujours moins stable sur une poutre que sur une table. D'accord? Ouais. Bon, on va partir de ce principe-là en pensant à l'étrier. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que ça t'arrive de devoir ajuster des brides? Ah non, je fais pas ça. Tu regardes pas. Disons que c'est sûr que mon expérience comme cavalière, si on me demande, je peux regarder, mais ce n'est pas ma spécialité et non. Tu te lances pas là-dedans? Non, pas du tout. OK. Et là, tu disais qu'au-delà de la selle, tu fais de la biomécanique spécifique au cavalier. Oui, moi, je ne me base que sur le cavalier. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler... généralement du cheval, entraînement du cheval, placer le cheval, faire ça pour le cheval, etc. Tout en oubliant le pantin qui est dessus, c'est-à-dire nous, hein, le cavalier. On demande au cheval de performer, on demande au cheval d'être souple, on lui demande d'être fort. Mais si nous-mêmes, on ne s'occupe pas de nous et de notre corps, mettons que les chevaux, je crois sincèrement que les chevaux nous ressemblent. Donc si je suis un cavalier en forme, stable, tonique, souple et décontracté, mon cheval le sera aussi. Et là encore, dans les consultations que je propose, les cavaliers le voient immédiatement. Et quel genre de consultation, ça ressemble à quoi? Ça ne doit pas être le même principe qu'une évaluation d'une selle, par exemple. Si, exactement. C'est-à-dire qu'on commence la consulte, bien sûr, par équilibrer la selle. Et après, j'apporte quelques conseils biomécaniques aux cavaliers, c'est-à-dire que nous avons tous des asymétries plus ou moins prononcées, hein, comme nos chevaux, en tant qu'être humain. Donc, je vais déjà observer, j'observe le cheval, la selle, mais aussi le cavalier. Donc, on a tous une biomécanique soit de droitier, soit de gaucher, peu importe qu'on écrive de la main gauche ou de la main droite. Par exemple, un cavalier qui va avoir une biomécanique de droitier, très souvent va appuyer plus dans son étrier droit, reculer plus son épaule gauche et avoir toujours une main gauche un petit peu plus dure. C'est-à-dire que le cheval aura toujours tendance à être orienté à gauche, qu'il soit à main droite ou à main gauche. Donc bien sûr que ça va avoir des conséquences, que ce soit sur des reprises de dressage ou des parcours d'obstacles. Puis l'évaluation, elle se fait en même temps que la selle. Donc ouais. Tu regardes la personne monter, puis c'est des choses que tu vas remarquer. Puis dans cet exemple-ci, par exemple, la personne est plus droitière, donc elle va avoir tendance à compenser du côté gauche. C'est quoi des exercices simples, ou pas simples, que tu vas suggérer qu'on va voir
une réponse immédiate? Alors, dans ce cas très précis, par exemple, souvent je vais proposer au cavalier de prendre les 2 rênes dans sa main gauche, ce qui va faire avancer en fait son épaule gauche, avancer son bassin à gauche et forcément rééquilibrer son poids dans les étriers. Et là, son cheval va mieux tourner à droite, tout simplement. Ok, en ayant les 2 rênes dans sa main gauche, le cheval va mieux tourner à droite. Oui. Okay. Tout comme, par exemple, un cheval qui a du mal à tourner à droite, parce que le cavalier, encore une fois, le tient beaucoup à gauche, etc. Puis on a toujours, enfin souvent en tant que cavalier, on a tendance à tirer trop sur la reine intérieure. Hein. Si on tire sur la reine intérieure, on va mettre notre cheval plutôt vers l'extérieur du cercle, c'est-à-dire qu'on veut lui mettre par exemple un pli à droite, donc je tire à droite, donc j'emmène l'épaule à gauche, tandis que si je te propose de faire quelque chose qui est très contre-intuitif, c'est-à-dire que je vais te proposer de regarder, tu es toujours à main droite, et je vais te proposer de regarder à main gauche, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ton corps. Ferme les yeux, imagine que tu es un cheval, et si tu es à main droite et que tu regardes à gauche, automatiquement, tu vas mettre un peu plus de poids dans ta fesse gauche, tu vas fermer un petit peu ta jambe gauche, et tu vas ouvrir à droite. Donc, ton cheval va tourner à droite. L'équitation, ça ne doit pas être un sport de force. Ça doit être un sport qui se fait dans l'harmonie et la souplesse. Et par ces petits exercices tout simples, je fais découvrir au cavalier que ça peut se passer comme ça, de façon extrêmement souple, et non pas en tirant, en poussant, en cravachant, peu importe. Puis après cette séance-là où la personne a vécu ces exercices-là, est-ce qu'elle doit les refaire? Certainement. OK. C'est certain, c'est-à-dire que des nouvelles habitudes de positionnement, ça ne s'attrape pas en 5 minutes. C'est quelque chose, pour ancrer de nouvelles habitudes, hein, qu'elles soient psychologiques ou physiques, c'est par la répétition. Donc, soit le cavalier est extrêmement assidu et il se prend plein de notes et il arrive à faire ça, à refaire ça. Puis on peut se revoir des fois quelques fois dans l'année, ou sinon je propose des cliniques aussi sur 3 jours, qui sont un minimum à mon sens pour pouvoir justement ancrer physiquement de nouvelles habitudes de positionnement dans son corps. Est-ce que tous ces exercices-là se font en selle ou il y en a qui se font au sol aussi? Il y en a qui peuvent se faire au sol, c'est-à-dire que idéalement, même quand on a le temps, enfin là je ne parle pas pour des consultations de selle, mais lors des cliniques que je propose par exemple, il y a toute une phase de conscientisation qui se passe au sol, par le biais d'exercices très simples qui peuvent se faire debout, sur chaise, à 2 ou sur un gros ballon de yoga. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des exercices que les gens peuvent essayer à la maison sur un ballon, par exemple? Alors, c'est sûr que comme ça, sur un podcast, vite fait, c'est un peu délicat. Mais par exemple, ce que je peux déjà conseiller, ce serait, lorsque vous êtes assis sur une chaise, non pas affalé dans votre canapé, mais bien assis sur une chaise, les 2 pieds posés au sol, c'est d'imaginer votre tête comme une sphère, une sphère c'est rond, j'allais dire une sphère ronde, comme une sphère posée sur un socle, c'est-à-dire que votre tête doit être finalement posée sur vos cervicales, ni penchée vers l'avant, ni penchée vers l'arrière, mais simplement en équilibre. Donc vous pouvez légèrement bouger, très légèrement, bouger votre tête à droite, à gauche, un petit peu devant, un petit peu derrière pour trouver cet équilibre. Et à partir de cet équilibre trouvé, vous allez sentir que vos épaules vont s'ouvrir, elles vont descendre un peu, elles vont se relâcher. Et par le souffle aussi, vous pouvez inspirer, comme un piston en fait que vous auriez dans le ventre. Inspirez doucement du bas vers le haut, du bas vers le haut, plutôt que de l'avant vers l'arrière. Et écoutez ce qui se passe dans son corps. Et vous allez voir que vous allez sentir votre dos qui s'élargit, vos muscles qui se relâchent, et c'est ça qu'on cherche à cheval. Mais qu'on cherche en fait dans toutes nos sphères de la vie. Oui, dans un monde idéal. Dans un monde idéal, exactement. Parce qu'en fait, la tête, pourquoi je parle de la tête? Parce que c'est la première chose à prendre conscience et à équilibrer dans notre vie, qu'on soit piéton ou à cheval. On a tous tendance à avoir la tête un peu comme ça ou un peu comme ça.
et donc à créer des tensions, des raideurs dans notre corps. Et si j'ai la tête comme ça, par exemple, tout de suite, ça va un peu vers l'arrière, vu qu'on ne voit pas. Ça va porter des tensions dans les épaules, je vais me contracter, et là, je vais avoir une équitation de ce que j'appelle de biceps. En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai rien inventé, en fait. Tout ce que je fais, c'est un condensé de tout mon apprentissage et mes observations au long de l'année, parce que c'est pas moi qui ai inventé l'équitation, ça a été inventé il y a bien longtemps déjà. Oui, mais moi, juste à faire l'exercice, j'ai senti ma tête qui est trop vers l'avant, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr que ça doit se répercuter à cheval. Puis exactement. Justement, le haut du dos, c'est quelque chose qui est difficile à garder droit à cheval, je pense, pour beaucoup de cavaliers, là. Puis, donc, toi, tu conseilles de partir de la tête plutôt que de forcer le dos. Exactement. C'est-à-dire que si on dit à nos cavaliers, tiens ton dos, tiens ton dos, tiens ton dos, ce qu'on m'a répété pendant mes années d'adolescence et de jeune adulte, qu'est-ce que ça va donner finalement? Je vais faire ça, puis je vais me raidir et je vais rigidifier tous mes muscles, et au final, on a exactement l'inverse de ce qu'on recherche. D'accord? Tandis que si je pense à équilibrer mon corps, c'est-à-dire à faire comme si je voulais imbriquer des cubes les uns au-dessus des autres, là tout de suite ça apporte une vision différente. Moi j'ai une question qui moi personnellement, j'ai tendance à avoir les orteils vers l'extérieur, donc les pieds de canard. Je pense que c'est un problème qui est assez commun. Oui. Puis comme les coachs ont tendance à dire, rentre tes pieds. Rentre tes pieds. Voilà. Mais plus loin que ça, là, comment on le règle ce problème-là, autre que rentre tes pieds, puis raidis toute ta jambe, puis raidis ta hanche, puis sois vraiment dur comme une brique, ça fonctionne clairement pas. Alors, oui, pardon, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Écoute, déjà, si tu as les pointes de pied écartées, puis que je te dis seulement rentre tes pieds, comment tu veux faire physiquement? C'est juste impossible. En fait, les pointes de pied écartées, ça part de la hanche. C'est une hanche qui est trop fermée, c'est-à-dire une hanche qui est des genoux et des pointes de pied qui vont aller vers l'extérieur. Ça, c'est la fermeture de la hanche. Donc, pour essayer de vous faire figurer ça, alors qu'on n'a pas d'image, c'est un peu comme si vous pouviez imaginer un skieur, d'accord, qui va se mettre en position chasse-neige. Donc là, déjà, tout de suite, ça va ouvrir la hanche sur le côté. On va chercher à s'asseoir, à mettre du contact... le contact de notre selle à l'intérieur des cuisses et non pas à l'arrière des cuisses. Fermer les genoux, ça ne veut pas dire serrer les genoux. Regardez Charlotte Dujardin, championne olympique montée, vous allez voir qu'elle ne monte pas avec les genoux ici, mais elle monte bien avec les genoux comme ça, en face d'elle. Et automatiquement, en partant, en revenant, en faisant revenir votre hanche comme ça, vos pieds vont revenir. Mais ça ne part pas des pieds. D'accord? Si maintenant, tu as j'ai perdu le mot en français, les glutes, très contractés. En français, c'est quoi? Ouais, c'est ça, les muscles des fesses, en fait, très contractés. Il y a tout un tas d'exercices de yoga qui sont très conseillés. Et d'ailleurs, dans mes stages et dans mon quotidien, à moi, j'ai vraiment fait rentrer le yoga dans ma vie. Ça a changé littéralement ma vie. Voilà. Je le conseille à tous mes clients d'ostéopathie. Je leur dis, si vous voulez moins me voir souvent, faites du yoga. Exactement. Mais les gens ne le font pas, donc je continue de gagner ma vie, ça va. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est plus de faire de la réparation que de la prévention, quoi. Exact. Sachant que nos chevaux vont nous remercier. Hein. C'est-à-dire qu'on va dépenser des fortunes, on va investir pour nos chevaux, on va les faire masser, on va leur payer le chiro, le veto, l'ostéo, tout ce que vous voulez. Et nous, alors, c'est parce qu'on monte sur leur dos. Donc, je pense que la moindre des choses, bon, c'est sûr qu'on sort un peu du sujet de la selle, mais je pense que l'honneur qu'on pourrait leur rendre, finalement, c'est d'avoir un cavalier le plus équilibré et le plus droit possible. Donc, pour revenir au problème de la pointe du pied, il y avait étirer les fessiers. Puis, dans le fond, pour replacer le pied, moi, ce que je comprends, c'est qu'on décolle la jambe, on fait une rotation interne. Donc... ouais. Pour ouvrir la hanche. Exact. Alors, ouvrir, ça, encore là, ça peut paraître contre-intuitif, comme tu as dit. C'est une rotation interne qui va en effet ouvrir la hanche, tout à fait. Parfait. Ouais.
Puis au niveau du bassin aussi, est-ce qu'il y a une posture? Tu sais, je sais que moi, mon bassin a tendance à partir vers l'avant quand je suis debout. Puis à cheval, ben, mon dos a tendance à être un peu plus rond. Donc, est-ce qu'il y a une position de bassin qu'on peut chercher en particulier? Alors, plus qu'une position de bassin, parce qu'on a tous une cambrure naturelle différente. Un homme a une cambrure différente d'une femme et deux femmes, entre elles, vont avoir une cambrure différente aussi. Et ça... faut pas aller à l'encontre de notre cambrure naturelle. Par contre, encore une fois, si vous êtes à pied, par exemple, et non pas à cheval, le mieux c'est de commencer à pied. Assis sur une chaise, encore une fois, les deux pieds posés au sol parallèle, ou sur un ballon, mais c'est plus facile en fait de commencer sur une chaise. Vous allez chercher à sentir vos deux ischions, c'est-à-dire les deux os pointus, la constance sous les fesses, et l'os du pubis qui forme un triangle doivent être posés de façon similaire. C'est-à-dire que vous ne devez pas sentir plus de poids devant ou plus de poids derrière. Donc c'est sûr que nous actuellement on est posé sur des chaises qui sont légèrement en pente, qui ne sont pas droites, donc c'est pas évident de faire cet exercice tout de suite. Mais vous pouvez essayer de le faire sur une surface plane comme une chaise plate ou une table ou peu importe. Et d'aller chercher votre équilibre là-dedans. Sinon, si vous avez un gros ballon de yoga, bien dur, par contre bien gonflé, vous pouvez aller chercher votre équilibre comme ça, autour du bassin, en faisant des micro-mouvements en fait avec le bassin, en allant chercher votre équilibre à ce niveau-là. Encore une fois, ça va passer par le biais de la respiration et la stabilité de la tête, puis vous allez voir que votre dos, il va grandir et s'élargir. OK. Donc, le pilier sur lequel on est assis, c'est comme un triangle. Ouais, exactement. OK. Puis de là, bon, on peut se concentrer à empiler les blocs les uns au-dessus des autres. Puis on respire, on relaxe, puis on est bon. On est heureux. Si simple. Si simple. En fait, l'équitation, c'est très simple. Oui. Je pense qu'on se complique beaucoup les choses. C'est sûr que ça demande une certaine tonicité. Alors en fait, je crois que par contre, toute la complexité de l'équitation, c'est d'aller chercher la tonicité dans le relâchement. Dans le sens où l'articulation à mon sens, la plus importante en équitation, ça va être les hanches. Et vous seriez étonné du nombre de fois où je demande aux gens où sont vos hanches et qu'ils montent leur bassin. Parce que si tu penses que que tes hanches sont situées au niveau du bassin, si je vais te demander de plier tes hanches, bah tu vas te plier comme ça, un peu comme comment on appelle ça déjà, les bonhommes avec les jambes droites, là, pas un Mikado, un Playmobil, tu vois, tu vas te plier comme ça. Tandis qu'à cheval, l'amortissement des chocs, il va vraiment se faire dans les articulations basses, en particulier les hanches. Voilà. Et puis, est-ce que tu as remarqué, toi, la problématique, il y a eu pendant une certaine période, j'ai l'impression, des coachs qui ont demandé les talons le plus en bas possible. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ben, en fait, si tu mets... il y a tellement de choses à dire sur tout ça. Fait, pourquoi on doit mettre les talons en bas? Peut-être tu peux nous expliquer? Alors, pourquoi? J'en sais rien. Par contre, ce que je peux te dire, c'est l'effet que ça a. Si tu cherches à baisser le plus possible tes talons, alors il y a une chose qui est sûre, ça s'appelle la loi de la gravité. À un moment donné, plus tu pousses sur ton étrier, tu ne pourras plus aller en bas. À un moment donné, tu vas aller vers le haut. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas plus descendre dans ton cheval, mais tu vas être au-dessus de ton cheval et tu vas aller vers le haut. D'accord ? Et puis, en verrouillant, en bloquant ta cheville vers le bas, tout ce qui est... je veux dire, tu as le côté amortissement des chocs que peut t'offrir ta cheville est complètement bloqué. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va se créer des problèmes d'articulation, cheville, genoux, hanches, dos barré, cervical, etc., etc. Parce que tout ça, après, ça engendre des problèmes dans tout le corps, en fait. Alors que ce qu'on veut, encore une fois, c'est être stable, être souple, être au-dessus de nos pieds. Donc c'est amortir les chocs dans nos hanches, dans nos genoux, mais aussi dans nos chevilles. De plus, si tu bloques, si tu bloques tes chevilles vers le bas et que ton cheval, par exemple, ça tu peux le faire avec quelqu'un à pied, mais imaginons que ton cheval tire très fort vers l'avant, et bien encore là, tu vas basculer vers l'avant comme un Playmobil.
Et en plus de ça, très souvent, si tu bloques tes chevilles vers le bas, mais là, tu vas aller plus chercher à t'asseoir sur tes ischions et ton coccyx que sur le fameux triangle dont je vous ai parlé tout à l'heure, ischion, pubis. Oui, donc, tu arrondis le dos. On n'est plus au-dessus de nos pieds. Là, exactement. Exactement. Ça fait sens pour vous? Oui, vraiment. C'est là où ça revient à... Souvent, on se complique vraiment beaucoup la vie. Oui. On s'en va vraiment... Combien de fois que moi, je me suis fait dire quand je montais à cheval, comme, t'essayes de travailler trop fort. C'est ça. Il faut pas que tu travailles aussi fort. Exactement. C'est correct d'avoir chaud, mais des fois, mon cheval n'a pas chaud, puis moi, je tremble, puis là, on se rend compte que ça va pas, là. C'est ça. J'essaye trop fort de faire quelque chose qui devrait être un petit peu plus simple que ce que je suis en train d'accomplir. Ce que je dis souvent aux cavaliers, c'est « less is more ». Tu sais, dans le sens... moins, c'est plus. Oui. Dans le sens où... si tu cherches à trop travailler, mais c'est comme tu dis, tu vas te fatiguer toute seule. Comment ça se fait qu'il y a des cavaliers qui peuvent monter 8, 9, 10 chevaux par jour sans être trop fatigués? Tu sais, c'est qu'ils ont une autre façon d'utiliser leur corps. Voilà. C'est pas l'entraînement. Tu sais, je pense que c'est pas normal que certaines personnes se disent « Hey, pour mieux rider mon cheval, je vais aller soulever des poids tous les jours au gym. » Tu sais, là, je suis comme « Waouh !» Et bah dis donc, c'est bodybuildé, c'est musclé, quoi, ton équitation, tu vois. Je préfère aller vers plus de légèreté. Faire du yoga. Genre, exactement. On peut quand même s'entraîner. Moi, je m'entraîne, mais c'est pas aussi, pour avoir les meilleurs biceps pour mieux tirer dans la bouche de mon cheval. C'était une caricature, je sais même pas s'il y a des gens qui font ça en vrai. Mais... Juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, là. Non, bien sûr, s'entraîner, c'est très bon. Je veux dire, gagner en... Oh, ça me vient tout en anglais, je m'excuse en... On est au Québec, c'est correct. En straightness? En rectitude. Ouais, c'est ça. En équilibre. En équilibre, en stabilité, évidemment. Ben, c'est super. Moi, les seules questions qui me viennent, c'est sur l'équipement, là, Christine. Ouais. Avais-tu d'autres questions cavalier? Non, je pense que ça me vient pas présentement, mais je suis curieuse de savoir où tu t'en vas dans l'équipement. Peut-être que ça, il me semble que tantôt j'avais des questions, puis ça a comme... Je pense qu'on a fait le tour des gros problèmes de cavalier, là. Mais au niveau des amortisseurs, tu disais que tu en avais une panoplie. Et puis là, on disait pour le cavalier, less is more. Est-ce que des fois pour l'équipement, less is more? Ou... Alors, encore là, c'est sûr qu'un amortisseur aura toujours une influence sur l'équilibre d'une selle. Donc, des fois en mieux, des fois en pas très bien et des fois en carrément nul. Donc, c'est sûr que de mettre un amortisseur sous sa selle, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas sans impact. Ça a toujours un effet. Donc, autant savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Pourquoi tu mets un amortisseur? Moi, j'avais tendance avant à penser que l'amortisseur, c'est plus confortable pour mon cheval. Là, à force de faire des recherches, on se rend compte que s'il n'y en a pas besoin, t'es mieux de pas en mettre un. Parce que là, tu vas créer d'autres problèmes. Si ta selle, par exemple, est faite pour fitter direct sur ton cheval, puis toi, tu viens mettre un pad de plus, là, peut-être que ta selle, elle ne fittera plus aussi bien, parce que il va y avoir cet espace de tapis qui va venir faire un différent point de pression. Fait que c'est là où maintenant je le sais plus. Moi, j'ai l'impression que ça serait quand même bien avoir quelque chose qui amortit le choc. Pas le choc, mais mettons, on s'assoit un petit peu plus raide dans un de nos trous enlevés ou dans un galop où on perd l'équilibre puis on vient plus appuyer dans le dos de notre cheval. C'est juste pour éviter, en fait, ça. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à penser. Ce qui est sûr, déjà, c'est que est-ce qu'une même selle sur un même cheval peut poser différemment entre le mois de janvier et le mois de décembre? La réponse est bien sûr que oui. Dans le sens où, par exemple, si tu as un cheval, j'en sais rien, je vais donner un exemple, qui fait pas grand-chose de l'hiver, tu le remets au travail au printemps, tu fais la saison de concours avec l'été, et puis tu fais de la chasse à courre avec à l'automne, c'est évident que sa morphologie va évoluer au cours de l'année. Donc c'est évident que ton équilibre de selle changera et qu'il faudra l'adapter. Voilà. À quelle fréquence on devrait l'adapter? Alors encore là, c'est ce que j'essayais d'expliquer au début. Je sais que c'est pas si évident que ça dans un premier temps à comprendre. C'est moi, comment je me sens.
Est-ce que je me sens en arrière? Si je me sens en arrière, c'est souvent qu'il y a trop d'épaisseur devant ou pas assez derrière. Si je me sens partir vers l'avant, c'est qu'il y a trop d'épaisseur derrière ou pas assez devant. D'accord? Oui. À partir de ce moment-là, là, je peux commencer à jouer avec mes cales, mes amortisseurs, mes shims, etc., etc. Il y a plusieurs types d'amortisseurs. Généralement, on va partir vers le mouton, excusez-moi, le polyuréthane, comme les Thin Line par exemple, ou le gel. Traditionnellement, il y a aussi le feutre. Puis il y a la mousse. Et il y a la mousse, exactement, qui sont ceux que j'aime le moins. Parce qu'en fait, c'est souvent épais et très mou. Au final, ça fait juste écraser, puis ça ne sert pas à grand-chose, quoi. C'est ce qu'on s'est rendu compte en se renseignant un petit peu récemment, mais on se rend compte aussi que c'est très populaire, la mousse. C'est très populaire. J'ai l'impression que ça l'est de moins en moins. En tout cas, quand je propose d'autres solutions aux cavaliers, ils sont assez ouverts. Sachant que chaque pad, bien sûr, aura lui aussi un effet différent. C'est-à-dire que, par exemple, le mouton, lui, aura pour effet plutôt de répartir la pression. Aura un effet un petit peu doudou, un petit peu moumou. Souvent, ce que j'aime proposer ce type de pad aux chevaux anguleux. Ce que j'appelle anguleux, c'est type thoroughbred, un peu fait comme en V, là. En A, plutôt. Type thoroughbred, les chevaux à la fibre sensible, les juments un peu hargneuses. C'est drôle, j'en pense à une qui est dans mon jardin. Éventuellement pendant leur chaleur. Sinon, il y a les Thin Line, les pads de type Thin Line qui sont un mélange de latex et polyuréthane. Eux qui sont à la fois fins, denses et longs. Donc même sans les shims, la plupart des shims, c'est les cales qu'on peut insérer à l'intérieur, que ce soit devant, au milieu ou derrière. Souvent, ce type de pad va avoir pour effet de relever légèrement le devant et est très amortissant au niveau des chocs. Moi, j'aime beaucoup ce type de pad pour les cavaliers, par exemple, qui ont plusieurs chevaux avec plusieurs morphotypes ou les entraîneurs qui montent plein de chevaux différents, quoi. Oui, puis là, ou un cheval en croissance, pardon. Tu as parlé de moutons, mais on voit beaucoup de synthétiques circuler. Est-ce que le synthétique a des propriétés aussi ou c'est à proscrire? Beaucoup moins que le mouton naturel et surtout, en fait, il va se tasser beaucoup plus rapidement qu'un mouton naturel. Donc au final, je vous proposerais plutôt d'investir dans du vrai mouton à la base plutôt que de changer votre synthétique tous les 6 mois, quoi. Puis est-ce que des fois tu proposes plutôt de mettre le mouton directement sur le cheval plutôt qu'entre le tapis et la selle? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Non, ça je le propose pas vraiment. Je sais que les chasseurs en fait font ça, mais c'est plus pour l'esthétique autour de la selle. Il y a certaines personnes qui le font aussi lors de longues randonnées, par exemple, ce genre de choses-là, mais sinon dans de l'équitation, que je vais dire normale, c'est dans le sens où tu montes ton cheval 1 heure, quoi, 1h30 ou 3/4 d'heure, il n'y a pas vraiment besoin. C'est quoi la différence sur une longue randonnée? En fait, le mouton étant naturel, il aura un effet moins échauffant et va absorber un peu la transpiration, quoi. Ok. Voilà. Et tu as mentionné tout à l'heure les pads en gel. C'est quoi les bienfaits du gel? Alors le gel, encore là, c'est répartisseur de pression. Par contre, c'est plus mou que le Thin Line. Donc là encore, ça va dépendre de l'effet recherché. C'est-à-dire est-ce que c'est un effet amortissant et qui va disperser les chocs, absorber et disperser les chocs, ou tout simplement les absorber, quoi. Ok, Tu parce vois? que le gel va il va plus les absorber et non les disperser. Ouais, le gel fait les deux. Ok. Par contre, c'est plus mou. Donc forcément, tu n'auras pas un effet aussi releveur, que ce soit arrière ou avant, avec du gel, qu'avec un Thin Line. Mais là, je crois que je vais commencer à vous perdre, fait que je ne veux pas rentrer dans trop la technique sur un podcast. Oui, moi c'est juste... Bon, j'ai essayé le Thin Line une fois, ça a l'air que l'essai était pas bon, mais ça, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que plus le pad est épais, plus je me sens loin de mon cheval. Ça arrive aussi, oui, bien sûr, surtout si tu as un cheval très rond. C'est-à-dire que ça, c'est une super question, dans le sens où, généralement, je vais chercher à
éloigner la selle d'un cheval anguleux ou maigre ou démusclé et rapprocher la selle d'un cheval rond type poney, andalou, Haflinger, ce genre de choses-là. Okay. Pourquoi? On va me dire, oui, mais pourquoi? Parce que sur un cheval rond ou un poney rond, en fait, plus tu vas rajouter d'épaisseur, en effet, plus tu vas te sentir loin du cheval et plus ta selle aura tendance à tourner latéralement. D'accord? Donc, on veut vraiment rapprocher la selle au maximum de son cheval. Tandis que sur un cheval anguleux, c'est plutôt le contraire. Parce que souvent, ce sont des chevaux qui peuvent avoir une atrophie au niveau des muscles du dos et autour du garrot. Donc, avoir un garrot prononcé, c'est simplement dû en fait à un manque de muscles autour du garrot. Donc là, on va vouloir créer plus de confort et tu ne veux pas poser la selle contre ça directement, quoi. Ok, je comprends. À condition que la selle ne soit pas trop serrée à la base. Oui, définitivement. Sinon, ça ne marche pas. Puis moi, présentement, avec ma nouvelle jument, je suis pour la première fois dans le problème où j'ai une épaule plus grosse que l'autre. Donc, tout veut tourner. Donc, j'ai rééquilibré un peu avec des shims. Mais ce que j'ai peur, c'est d'investir dans une selle puis de crocher mon arçon. Alors, c'est une très bonne question. Quel âge a ta jument? 11 ans. Ok, donc c'est un cheval adulte qui a grandi vraiment comme ça. Et est-ce que c'est dû à un accident, la façon dont elle a été montée avant, un pied très croche, enfin une jambe... Elle faisait rien. Elle faisait rien. Fait qu'elle devait marcher croche dans le champ. D'accord. Elle a été débourrée dans le fond cette année, la jument. D'accord. À 11 ans. Et au niveau de ses aplombs, elle est comment devant? Bien. Ok. Donc, oui, ça arrive ça aussi très souvent. Hein. Je parlais d'asymétrie tout à l'heure du cavalier. Bien entendu qu'il y a des chevaux asymétriques, il y en a à 100%. Donc, des fois, ça se traduit par un côté plus musclé que l'autre, voire un côté carrément atrophié. Dans le cas de ton cheval, bien sûr, c'est pas dû au cavalier, vu qu'elle n'avait pas de cavalier avant sur le dos. J'espère que ça va se placer avec l'entraînement, mais je sais pas. Normalement, avec un entraînement adapté, oui, ça peut s'améliorer grandement. Il est certain que ton réflexe premier de chimer du côté où elle est le moins musclée est un bon réflexe. Parce que oui, en effet, c'est quelle épaule qui est moins développée? La droite est plus petite. Voilà, donc effectivement, l'épaule droite étant moins développée, tu vas tomber à droite, donc tu vas écraser ta selle à droite. Enfin, si tu chimes pas, je veux dire, tu vas tomber à droite, tu vas écraser ta selle à droite, tu vas plus appuyer à droite, donc tu vas empêcher en plus l'épaule de se muscler. Donc là, en chimant, tu rééquilibres et forcément, ça va... Puis ce qui arrive, en fait, aussi, c'est que la selle décalait à droite. Donc, en fait, je mettais plus de poids à gauche parce que sinon, je foutais le camp à droite. Absolument. Donc là, au final, sans faire exprès, tu déranges ton cheval, tu gigotes. Donc, t'es mieux finalement, en effet, de chimer dans un premier temps à droite, de combler en fait ce vide. Et petit à petit, plus tu vas sentir et voir qu'elle va se muscler, tu pourras enlever une chime et au fur et à mesure, peut-être ne plus en mettre du tout. Puis, si je choisirais d'investir tout de suite dans une selle neuve, est-ce que j'aurais le risque de crocher à l'arçon? Là encore, j'ai pas vu le cheval, mais est-ce que c'est un cas gravissime? J'ai bien chimé de l'autre côté, là. Ok. Bon. Et dans ton cas précis, est-ce que tu es bien dans la selle pour l'instant? Est-ce que tu te sens... Moi, j'aime la selle, à part le fait que, elle a tendance à aller à droite, là. Je pense que je vais même rajouter des chimes à droite encore. Mais peut-être c'est pas juste en avant, là. Peut-être je vais avoir besoin de toi pour... Ouais, des fois, c'est pas juste en avant. Hein. Il y a tout un côté qui est plus atrophié que l'autre, tout à fait. Parce que là, tu as l'impression de tomber à droite en arrière, maintenant? Ouais, je sais plus, là. J'ai essayé plein de choses dans les pads, mais c'est juste que je me demandais, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une selle ou si je vais scraper la selle tant que la jument n'est pas rééquilibrée dans son corps? Écoute, là, c'est une question un peu délicate que tu me poses. C'est sûr que ce serait bien qu'on se voit. Dans le sens où je vais pas te dire non, vas-y, achète une selle et résultat c'est catastrophique. Je sais pas, je veux pas me prononcer comme ça. Ok. J'aimerais mieux je pense qu'en ayant les chimes, il y a moins de risques qu'accrocher. Ah, ça c'est certain, bien sûr. Oui, vu que ça vient combler son épaule. C'est quelque chose qui arrive, des arçons qui Absolument. Qui se crochissent, puis là, si on ramène le cheval droit, là,
si le cheval est croche et il reste croche, je suppose que c'est bien. L'arçon est croché, puis on le garde comme ça, je sais pas. Non, c'est pas terrible. Ok, on fait venir Ophélie dans le fond. Là. On a besoin d'Ophélie pour des chevaux débalancés. C'est sûr qu'un cheval débalance, enfin je veux dire, une selle, neuve en tout cas, hein, sera toujours symétrique des deux côtés. Hein. On ne fait pas de selle asymétrique, ça n'existe pas. Même, j'oserais dire, les selles dont les panneaux sont rembourrés en laine, ça ne se fait pas. Enfin, moi, je déconseille fortement de faire rembourrer un panneau plus qu'un autre en Chine. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est que si donc tu as un cheval asymétrique, une selle symétrique, et que tu cherches pas à chimer le côté asymétrique, forcément ta selle va finir par se casser la figure du côté le moins développé. C'est certain. Après, donc, est-ce qu'un cheval peut rendre une selle croche? La réponse est oui. Est-ce qu'un cavalier peut rendre une selle croche? La réponse est oui. Oui. C'est des cavaliers très asymétriques qui tordent les selles, on en voit. Donc là encore, quand on revient par exemple à la selle budget selle, selle usagée, etc. Oui, une selle usagée, pourquoi pas. Encore là, ça va dépendre sur quel cheval la selle a été cassée et avec quel type de cavalier. Donc apprendre à vérifier les arçons. Un arçon droit, c'est essentiel. Ok. L'arçon, c'est le squelette de la selle vraiment. Donc si ton squelette est tordu, tout part en parigoule. Est-ce qu'il y a des techniques simples qu'on peut dire comme ça dans le podcast ou c'est un peu plus compliqué que ça à faire une vérification? Oui, alors c'est sûr que, encore une fois, sans image, écoute, tu peux prendre... tu peux poser le trousquin de la selle sur tes pieds et toi regarder au niveau du pommeau en allant vers la gouttière. Et ensuite, tu relèves un peu la selle vers toi comme ça. Et déjà, il faut regarder au niveau du pommeau si ton ouverture d'arcade est symétrique. Si tes deux clous au niveau de l'ouverture d'arcade sont symétriques. Et ensuite, au niveau de la gouttière, si ça te paraît symétrique ou pas. Ou s'il y a un côté qui est plus affaissé, un côté plus avancé. Et au niveau de tes panneaux aussi, les panneaux, bon, bien sûr, les panneaux, c'est ce qui est posé sur le dos du cheval. S'ils paraissent symétriques ou pas. Ok, voilà. Donc ça peut être un bon visuel à vérifier. C'est un petit truc. C'est sûr que ça ne suffit pas, là, mais c'est un petit truc pour savoir si ton arçon est... Puis là, tu as parlé de rembourrage en laine. Ouais. Est-ce que les selles en laine, c'est toujours quelque chose d'actualité à aller chercher dans le neuf ou est-ce qu'on priorise le foam, je pense? Alors, c'est un mélange de latex qu'on appelle foam. Écoute, s'il y a autant de selliers aujourd'hui et des selliers qui aiment encore la laine et d'autres le latex, c'est que les deux existent et que les deux sont bons. Là encore, c'est les chevaux qui vont nous dire ce qu'ils préfèrent. L'avantage de la laine, c'est qu'on peut l'ajuster. L'inconvénient de la laine, c'est qu'on peut l'ajuster. C'est-à-dire que ça demande un entretien régulier. Parce que la laine est un matériau vivant. Et donc, va forcément se tasser, se taper, plus en avant qu'en arrière. Et ça va demander de rappeler la personne compétente pour la refloquer au minimum une fois par année. Par contre, un panneau latex, lui, ne bougera pas. Ok. Leur avantage et aussi leur désavantage. Exactement, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, moi, ce que j'aime, et encore une fois, ce que je disais des amortisseurs en laine, c'est que c'est répartisseur de pression. Donc ça, on aime ça. Mais il y a des chevaux qui aiment mieux la répartition des chocs. Et le latex, c'est la particularité du latex. Donc, encore une fois, faut essayer ou alors avoir quelqu'un qui a l'œil, quoi. Oui. Oui, puis moi, je vois beaucoup de selles en laine, puis très peu de gens qui font refloquer. Fait qu'on le fait pas assez. C'est une catastrophe. Ok. Très souvent, enfin beaucoup moins maintenant, bien sûr, parce qu'au bout de 8 ans, j'ai quand même une clientèle régulière. Mais ça m'arrive encore de voir des selles qui n'ont pas été refloquées depuis 10 ans, mais c'est une catastrophe, c'est plus dur que la table sur laquelle on est devant nous. Auriez-vous envie de marcher dans la rue avec des sabots en bois? Non, moi non plus. Donc imaginez ce que vous mettez sur le dos de vos chevaux, quoi. Puis là, on parle de refloquer une fois par année pour un cavalier qui monte 3 Un cavalier fois. amateur. Oui, c'est ça. Un cavalier professionnel, c'est complètement différent. Hein. C'est-à-dire que
Enfin là, je vais partir sur autre chose, mais c'était quoi ta question? Ben, en fait, c'est ça, j'allais dire, ça doit être plus souvent parce que Ah oui. nous, mettons, moi, je monte peut-être 4-5 fois par semaine, mais un cavalier professionnel fait ça par jour. Ouais. Qu'à la fin de l'année, sa selle, c'est différent. Ah ben, c'est sûr que le nombre d'heures de monte d'une selle au bout d'un an d'un cavalier professionnel et d'un cavalier amateur n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille en partenariat avec quelques cavaliers professionnels qui montent 6 à 8 heures par jour. Moi, je leur change leur selle tous les ans avant qu'ils me les ruinent parce que sinon, ils vont passer à travers le cuir et c'est normal, quoi. Quelle que soit la valeur de la selle, je veux dire. Par contre, un cavalier amateur, encore là, ça va dépendre du nombre de fois que tu montes et de ton type d'équitation. Mais on va dire, allez, tous les 5-6 ans, tu peux envisager de changer ta selle et puis, ou tout simplement quand tu n'es plus bien, quoi. Ou il y a même des cavaliers, des fois, qui les gardent 8 ans, 10 ans, vraiment, ça dépend. Voilà. Oui, c'est ça, ça dépend vraiment de l'utilisation, puis aussi l'entretien que tu vas en faire de la selle. Complètement. Parce que c'est ce que je me rends compte maintenant, j'essaie d'entretenir ma selle un petit peu plus qu'avant. J'avais une selle, puis je l'avais peut-être jamais nettoyée. Je la nettoyais quand je la vendais, là, c'était à peu près ça. Puis maintenant, je me rends compte que c'est vraiment important, parce que ton cuir il reste souple, puis le confort de ta selle, et pour ton cheval et pour toi, va venir de ça, je pense. Alors pour un cavalier amateur, c'est-à-dire un cavalier qui va monter 4-5 fois ou 6 fois semaine, écoute-moi bien, accroche-toi à ta chaise, je préconise de nettoyer sa selle au moins 2 fois par semaine. Ok. Mais moi, ce que j'ai entendu récemment, c'est après chaque monte. Idéalement, mais qui le fait, sincèrement? Maintenant, je le fais. Ah, bravo. Maintenant, je me suis vraiment domptée, mais j'ai aussi j'ai investi plus d'argent dans une meilleure selle qui m'a coûté plus que ce que j'aurais jamais pensé mettre sur une selle. J'ai dit là, je vais y faire attention. Parfait. L'argent a comme fait que, là, ça vaut cher, fait qu'on va y faire attention. Je le fais, ça dépend, là, mais presque à chaque monte. Il y a des montes que je sais que, si je suis supposée tourner monter le soir, je vais me faire une fois dans cette journée-là. Oui, quand même. Sinon, j'essaie. J'essaie d'être vraiment bien domptée maintenant. Ça, c'est super. Après, des bons produits, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'il y a des savons qui vont être meilleurs que d'autres, dans le sens qu'ils vont être plus dégraissants que d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont enlever non seulement la poussière volatile, mais aussi la crasse, quoi, la poussière qui est restée encastrée, pas encastrée, comment on dit, enfin je sais plus, dans votre selle, et un baume protecteur non gras. Il y a beaucoup de baumes qui se vendent en sellerie qui contiennent de la cire d'abeille et ça bouche en fait les pores de la peau de la selle. Parce qu'une selle, ça reste désolé, mais ça reste de la vache morte, faut le savoir, et qui a besoin d'être nourrie comme notre peau à nous, avec des produits adaptés, tout simplement. Oui, je pense que j'avais lu que le cuir d'une selle garde une certaine humidité. Tout à fait. Il faut qu'on la garde dans ce range-là, donc elle peut pas être plus humide, puis elle peut pas être moins humide. C'est ça, puis sachant aussi qu'au Québec, on vit dans un climat qui est extrême. L'hiver, il fait très froid et très sec, l'été très chaud et très humide. Donc c'est sûr que ta selle n'aura pas les mêmes besoins l'été, l'hiver. Et là où elle est entreposée aussi, est-ce qu'elle est entreposée chez toi? Est-ce qu'elle est entreposée dans une sellerie humide et froide? Ça, c'est ce qu'il y a de pire pour du cuir, pour attirer la moisissure, c'est extraordinaire. Est-ce qu'elle est dans un environnement sec? Tout ça, ça va conditionner aussi ton entretien de selle, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, on a parlé de nettoyer, mais le graissage, ça, combien de temps? Pareil, 2 fois par semaine, minimum. Ah oui? Ouais. Ah oui? Ok. Moi, j'avais lu récemment le nettoyage après chaque monte, idéalement, et un conditioner. Je pense que c'est l'équivalent d'un baume. Un baume, ouais. Ça, moi, j'avais vu 1 fois par mois. Mais je te dirais que j'aime mieux proposer de de nettoyer souvent et de mettre un peu de savon et de mettre du baume souvent et d'en mettre un peu. C'est comme une pellicule très fine plutôt que de vider la moitié de ton pot à chaque mois, en fait. Ça aura un effet beaucoup plus bénéfique sur ton cuir que de vider la moitié du pot 1 fois par mois. Ok. C'est une façon de parler, bien sûr, quand je dis la moitié du pot. Est-ce qu'il y a des marques de produits que tu aurais à conseiller? Moi, j'aime beaucoup les produits, l'originel. Autant le savon que le baume.
Il y a un lait aussi lustrant qui est fait chez Equipe, le Soft Care, que j'aime vraiment beaucoup, qui donne un aspect un peu shiny, brillant au cuir, que tu peux mettre autant sur tes bottes, ta selle, ta bride, qui est vraiment cool. J'avoue qu'avec ce kit-là, t'es pas mal en business. Super, je suis allée récemment en boutique, puis il y a comme trop de choix, on sait pas vers quoi se Oui, tourner. c'est ça, puis tu viens de dire, il y en a qui vendent avec la cire d'abeille, mais les gens qui le savent pas, moi je regarde le pot, ça dit cire pour crème ou baume pour sel, je sais pas moi, entre lui puis l'autre, ils sont tous à peu près dans les mêmes prix. C'est difficile de faire un choix, puis souvent, moi en tout cas mon dernier achat, je l'ai fait en faisant un guess. J'ai dit bon ben, on va prendre un de tous ceux-là, puis je vais l'essayer, parce que il y en a tellement de choix que c'est ça. On ne sait plus lequel prendre. Mais je pense que celui que tu parlais, il est disponible sur ton site web que j'ai vu un petit peu plus tôt. Ouais, aussi. Alors, c'est sûr que les produits, je ne fais pas la promotion des produits que je vends parce que je les vends. J'en fais la promotion parce que je les aime. Sachant que c'est l'expert. J'ai choisi un mode de fonctionnement où je suis entièrement autonome et je peux vendre ce que je veux. Et je vends ce que j'aime le plus, en fait, tout simplement. Donc, j'ai la chance et j'ai le choix et j'ai cette liberté qui est si importante pour moi et dans ma vie en général, de choisir ce que j'aime et de vendre ce que j'aime. Voilà. Donc, pour moi, c'est que ça veut dire que ce sont des bons produits, quoi. Autant, je veux dire, au niveau des selles que des accessoires ou des produits d'entretien. Ben, super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Christina? Oui, j'avais une dernière question. En regardant ton site, j'ai aussi remarqué qu'il y a une selle que vous faites juste spécifiquement vous autres, je pense. ARS, ARJ. Ouais, la RS Line, exactement. Oui. Qui est fabriquée par Antares dans leur usine argentine, ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est une selle que... Est-ce que vous avez designé la selle ou vous avez juste... Je sais pas. Mais en fait, c'est un souhait de créer notre propre marque pour être dans un range de prix plus abordable que les marques haut de gamme. Donc, c'est-à-dire bénéficier de tout le savoir-faire d'une marque haut de gamme, mais avec des cuirs argentins, c'est-à-dire des cuirs moins haut de gamme que les cuirs français. Donc, ça nous fait sortir une selle sur le marché à 4200 $, avec quelques options, plutôt que dans les 6000 et plus. Dans le sens où c'est sûr qu'il faut bien qu'il y ait une différence entre une selle à 2000, une selle à 4000, une selle à 6000, une selle à 8000, n'est-ce pas? Dans notre cas, c'est pas sur la qualité, ça va vraiment être sur la finition des cuirs, par exemple. Mais en ce qui concerne l'arçon, et le type d'arçon et la qualité d'assemblage et la selle qui fait sens, je veux dire, pour cheval et le cavalier, là-dessus, bien sûr, il n'y a pas de compromis, quoi. Mais c'est toi ou c'est Selexpert France et Canada? C'est-à-dire, c'est quoi ta question? La RS Line, est-ce que c'est ton brand à toi? Non? C'est Selexpert. C'est Selexpert, oui. Ok, c'est ça. Ça, je me demandais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, là, ça fait le tour. Avais-tu des choses à rajouter? Je ne pense pas. Écoute, je pense oui, je pourrais en avoir plein. Enfin, je pense que pour un premier podcast, c'est déjà bien. Après, c'est sûr que s'il y a des gens qui écoutent et qui ont des questions, moi, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Ou encore là, s'il y a des sujets qui ont envie d'être traités, je peux faire des lives ou je sais pas, d'autres choses, des vidéos que vous auriez envie de voir, des conseils. Ça me ferait toujours plaisir que le maximum de personnes puissent en profiter, quoi. Oui, j'avais écouté un live récemment. Est-ce que tu en fais souvent ou... Actuellement, à date, j'en ai fait 2. Mais je veux dire, s'il y a des gens qui arrivent avec des questions, il n'y a pas de problème. Ça me fera plaisir d'en faire. J'aime ça. Bon, super. Un gros merci à toi. Merci à vous. C'est vraiment sympa, les filles, de m'avoir invitée. Et merci à vous qui nous écoutez. Merci d'avoir été à l'écoute de l'après-ride. Et on se voit la semaine prochaine.